Salut, je suis Louis, et si vous êtes ici, c'est parce que vous êtes aussi attiré par la peur que moi. Prêt pour l'histoire d'aujourd'hui? Je m'appelle Severiano et je travaille comme gardien et gardien de tombe dans le cimetière municipal d'une ville isolée. Mon travail consiste à veiller à ce que personne n'entre dans le cimetière la nuit, à aider à nettoyer les tombes, à arroser les fleurs et à creuser les tombes des personnes récemment décédées. Ce n'est pas une tâche très agréable, mais j'aime être en contact avec la nature et la sérénité que l'on perçoit dans ce lieu. J'ai travaillé ici pendant plus de 2 décennies et rien d'inhabituel ou de surnaturel ne m'était jamais arrivé. Au-delà des touristes qui arrivent ces jours-ci pour tenter d'accomplir leur rituel trompeur ou simplement pour réaliser des explorations urbaines, ou d'ailleurs, ils ne trouvent jamais rien et inventent toujours des situations surnaturelles pour semer la peur. Mais en réalité, c'est autre chose. Quant à moi, j'ai toujours été une personne sceptique et logique qui ne fait pas confiance aux apparitions ou aux sortilèges. Pourtant, tout a changé il y a quelques mois. Quand je trouvais une tombe dont je n'étais pas informé, c'était un jour ordinaire. Je venais de commencer mon quart de nuit et, dans le cadre de mon quotidien, j'ai choisi de faire une visite au cimetière pour vérifier que tout était en ordre. C'est à ce moment-là que je l'ai observé. C'était une tombe que je n'avais jamais vue auparavant, située dans la zone la moins visitée et négligée du cimetière. Il était composé de plaques et de matériaux anciens, comme s'il s'agissait d'un tombeau d'une époque antérieure, et portait une croix de fer rouillée sur son sommet. Le nom de la défunte, Maria Dolores Garcia Pérez, était inscrit sur la pierre tombale. Sous le nom, il y avait une date de naissance, le 13 octobre 1993, et une date de décès, le 13 octobre 2023. Cela impliquait qu'il était décédé le jour même où il célébrait son 30e anniversaire. Cette circonstance m'a laissé réfléchir. J'ai tenu un registre de toutes les tombes présentes dans le lieu, et seule la tombe de Maria Dolores ne devait pas être présente. Cependant, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'il s'agissait peut-être d'une tombe nouvellement construite, que le panthéoniste de l'équipe précédente avait oublié de noter dans le journal de bord. Cependant, tout cela avait encore des tonalités étranges, puisque le tombeau ne semblait pas récent. Il semblait qu'il était là depuis le début. Après une analyse minutieuse de la tombe, j'étais perplexe. Il semblait que la terre qui la recouvrait n'avait pas été enlevée récemment, et à ce moment-là j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas. J'ai marché vers ma cabine et je n'ai pas pu me débarrasser d'une série de théories sur ce qui aurait pu arriver. Mais honnêtement, rien ne m'a convaincu. En rentrant chez moi, je me suis assis et, comme chaque soir, tout en mangeant une tasse de café et en fumant une cigarette, j'ai commencé à chercher sur les réseaux sociaux et sur Internet des indices sur l'identité de Maria Dolores Garcia Pérez. Cependant, je n'ai rien trouvé à ce sujet. Les heures passèrent et peu à peu mon attention se concentra sur d'autres problèmes, laissant parfois de côté ce qui était arrivé à cette tombe énigmatique. Vers 2h50 du matin, mon sommeil a été brusquement perturbé. Cela est né d'un cri d'angoisse, comme une mélodie de souffrance qui m'a immédiatement infecté de sa mélancolie. Ces circonstances étaient courantes dans le Panthéon, car il était courant que de nombreux proches, en deuil, se rendent tard dans la nuit pour pleurer et dire au revoir à leurs proches. C'était une émotion qui causait toujours de la douleur. Cependant, ce sont des aspects de la vie. Comme toujours, j'ai pris ma lampe et je me suis dirigé vers l'endroit d'où venaient les pleurs. Juste pour m'assurer que tout est en ordre et apporter mon soutien dans tout ce qui est nécessaire si la personne en a besoin. Cependant, cette fois-ci, tout était différent et je dois admettre que même moi, étant une personne véritablement anti-croyante, j'ai ressenti de la peur face à ce qui s'est passé. C'était le tombeau énigmatique. Les cris venaient de là, et à côté d'elle se trouvait une femme vêtue de noir. Elle se couvrit le visage d'un voile. Elle était agenouillée sur le sol et sanglotait désespérément. On aurait dit qu'il priait ou parlait avec la mort. Je l'ai approchée avec intérêt et considération. Je pensais que c'était peut-être un parent ou un ami de la défunte qui était venu lui dire au revoir. « Bonjour, madame. » Je l'ai reçue d'une voix délicate. « Je pourrais t'aider avec quelque chose. » La femme releva la tête et me regarda avec un regard noir intense qui me réchauffa le sang. Son visage était blanc et doux, avec des traits délicats et magnifiques. Elle avait de longs cheveux noirs qui lui arrivaient aux épaules. C'était une femme jeune et belle, mais avec une expression de mélancolie et de tristesse qui me déchirait l'esprit. « Non, merci, » répondit-il d'une voix douce et triste. « Je veux juste partager un moment avec elle. »« Avec elle aussi ?» Questionné sans comprendre. « L'avait-il rencontrée ?»« Oui, c'était ma sœur, » répondit-il avec un sourire forcé. « Le malheur, c'est qu'il est décédé le jour de son anniversaire. Je suis vraiment désolé, je me suis exprimé honnêtement. » « Que lui est-il arrivé ? » ?»« C'était un accident, » précisa-t-il d'une voix rauque. Elle conduisait son véhicule sur la voie publique lorsqu'un camion s'est approché d'elle et l'a percutée. Il a vécu ce moment. « Je suis profondément désolé. »
murmurai-je avec terreur. Et il n'y avait ni témoin ni coupable. Non, le camion s'est échappé et personne n'a pu l'identifier, m'a-t-il dit avec colère. C'était une disproportion. Je suis profondément désolé, madame, répétai-je avec empathie. Et son nom? Je m'appelle Maria Dolores, m'a-t-elle dit avec un regard atypique. J'ai été surpris d'entendre son nom. C'était la même que celle du défunt. Comment est-ce possible? Deviendront-ils jumeaux? Ou par hasard auraient-ils le même nom? Maria Dolores? Comme ta sœur? Oui, comme ma sœur, confirma-t-il avec un sourire mélancolique. Ils nous ont nommés ainsi parce que nous sommes nés le même jour. Nous étions égaux. En entendant son explication, j'étais sans voix. Ce fut une rencontre assez particulière et sombre, deux sœurs jumelles du même nom nées le même jour. C'était comme une punition. Comme c'est intéressant. Oui, très curieuse, me dit-elle d'une voix qui me parut sarcastique. Cependant, la vie est ainsi. Parfois, cela vous réserve des surprises, et parfois, cela vous les enlève. Je la regardais avec un mélange de surprise et de tristesse. Je ne savais pas quoi lui exprimer d'autre ni comment la consoler. Je me sentais très isolée et malheureuse en voyant qu'elle avait perdu sa seule amie au monde. Eh bien, madame, je m'en vais, lui dis-je enfin en essayant de lui dire au revoir. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez m'appeler. Je me retrouve ici quotidiennement. Merci, Severiano, m'a-t-elle dit en me nommant par mon prénom. J'ai été étonné d'apprendre qu'il connaissait mon nom. Il n'en avait informé personne et ne portait aucune pièce d'identité. Comment le savait-il? Comment puis-je connaître mon nom? Je l'ai interrogé avec intérêt. Je sais tout de toi, Severiano, me dit-elle avec un sourire énigmatique. Je te suis depuis longtemps. En entendant ces paroles, j'ai frémi. Il me semblait qu'il y avait quelque chose de sombre et de risqué chez cette femme, quelque chose que je ne pouvais ni expliquer ni comprendre. J'ai senti un frisson parcourir ma colonne vertébrale et des sueurs froides couler sur mon visage. Qu'est-ce que cela signifie exactement? Je l'ai interrogée avec inquiétude. Non, non, répondit-elle avec un léger rire. C'est juste une blague. N'aie pas peur, Severiano, je ne te ferai aucun mal. Elle me regardait avec un regard qui me captivait et m'attirait vers elle. J'éprouvais un curieux intérêt pour cette femme que je considérais comme la plus belle et la plus tragique que j'ai vue dans mon existence. Au revoir, Severiano, m'a-t-elle dit d'une voix captivante. Nous nous reverrons bientôt, et s'il vous plaît, n'informez personne et ne posez aucune question sur cette tombe. Après cela, il se leva et se retira du tombeau, me laissant seul et perplexe. C'était la première rencontre que j'ai eue avec Maria Dolores, la fille du Panthéon. Vraiment, j'étais fasciné par la beauté de cette femme et très fidèle à ses déclarations. J'ai choisi de ne rien révéler à personne, avec le seul espoir de pouvoir la revoir un jour. Les semaines passaient, et chaque jour, je faisais mes tournées, toujours avec l'intention de retrouver l'énigmatique femme. Il semble qu'il ait surmonté son deuil, ou du moins qu'il l'ait accepté. Par conséquent, je me suis également résigné et j'ai pensé que je ne la reverrais plus jamais. Cependant, ce n'était pas ce que j'imaginais. Par une nuit froide où le vent soufflait plus intensément que d'habitude, j'étais dans ma guérite. Après avoir lu un livre de Lovecraft, j'étais prêt à aller me coucher. Alors, j'ai réglé mon alarme et fermé les yeux. Ignorant le temps qui s'était écoulé, j'ai entendu des cris masculins venant du cimetière. J'ai rapidement pris ma lampe de poche, ma matraque et mon spray au poivre, puis j'ai été guidé par les cris qui diminuaient progressivement en intensité jusqu'à devenir de doux gémissements. Guidé uniquement par mon sens auditif, j'ai poursuivi le son jusqu'à décider de m'arrêter à l'endroit qui me dérangeait le plus de tout le cimetière, le tombeau énigmatique. Jusqu'à présent, je dois répéter que je n'avais peur de rien, mais à ce moment-là, une grande peur m'a submergé, car ce que j'ai vu instantanément n'était pas quelque chose de surnaturel, mais quelque chose de sombre et de sanglant. Un morceau humain pouvait être vu autour de la tombe de Maria Dolores. Les bras, les jambes et d'autres parties du corps étaient restreints. La première chose que j'ai pensé, c'est que c'était l'œuvre du trafiquant de drogue, car pendant mon temps libre, j'avais vu des vidéos captivantes montrant comment les tueurs à gages tuaient leurs adversaires. Cependant, j'ai aussi trouvé très étrange que cette scène se déroule juste autour de la tombe de la jeune fille. Je n'avais pas beaucoup de doutes sur ce que je devais emporter et je suis rapidement rentré chez moi. J'ai verrouillé ma porte et j'ai appelé la police. Au bout de 30 minutes, diverses patrouilles se sont présentées au cimetière. Au sein des équipes de l'État et de la Garde nationale, des armes de gros calibre ont été présentées. Une fois sur place, je leur ai permis d'entrer et ils m'ont interrogé sur ce qui s'était passé. Je leur ai raconté tout ce que j'avais observé et ils m'ont demandé de les accompagner sur place, mais à mon grand étonnement et à celui des agents de sécurité, rien n'existait. Tout était normal et serein, sans une goutte de sang.
J'ai fait face à une forte agression de la part de la police et j'ai été menacé d'arrestation si je faisais à nouveau une farce de cette nature. Presque les larmes aux yeux, j'ai essayé de leur expliquer que rien n'était une blague et que j'avais été témoin de tout ce que je leur avais raconté. Ils m'ont tous regardé avec un air gêné, sans autre commentaire, ils sont partis. Ils ne comprenaient pas ce qui se passait, car il était convaincu de ce dont il avait été témoin. Je ne bois pas d'alcool, encore moins de drogue, et à ma connaissance, je vous promets que j'ai vu le corps mutilé. Après cela, une grande tristesse m'a submergé et le ressentiment ne m'a pas permis de me reposer, car je n'étais pas complètement satisfait de ce qui s'était passé. Dans ces moments-là, je m'interrogeais sur la véracité de tout ce dont j'avais été témoin et vécu ces derniers jours. J'étais tellement surpris que je me méfiais même de mon bien-être mental. Ce même sentiment m'a fait me demander si j'avais vraiment vu Maria Dolores, sœur du défunt et victime de l'impulsion. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler à mon supérieur et de lui demander l'origine de cette tombe qui, depuis son apparition, n'avait apporté que malheur à mon existence. Après cela, 2 jours calmes se sont écoulés jusqu'à ce que, une fois de plus, quelque chose de très négatif se reproduise. Un jour, vers 10 heures du soir, alors que j'accomplissais mes tâches, j'ai vécu une crise d'anxiété impulsive et j'ai rapidement décidé d'appeler mon supérieur pour qu'il clarifie définitivement tout ce que j'avais sur cette tombe. Cependant, de manière inhabituelle, le murmure d'une voix féminine a commencé à résonner dans mon esprit en me disant « Ne fais pas ça ». Je suis allé au téléphone pour vérifier s'il y avait quelqu'un à proximité, mais il n'y avait personne. Cependant, ce murmure restait constant et je l'entendais à plusieurs reprises. Même si le temps était hivernal à ce moment-là, j'ai quitté la cabane et ce murmure s'est transformé en une phrase plus ferme, avec une voix qui m'a clairement demandé de ne pas le faire. Comme chaque fois, guidé par mon oui et ma lampe, je me suis dirigé vers le lieu d'origine de cette voix et, une fois de plus, j'ai atteint la tombe de Maria Dolores. Cette fois, la femme dont j'avais déjà été témoin était à nouveau assise là. À cette occasion, il ne pleurait pas, mais ses yeux reflétaient une mélancolie jamais vue auparavant. Cependant, il y avait quelque chose qui restait inchangé en elle, et c'était sa beauté majestueuse qui, malgré sa pâleur, s'intensifiait de plus en plus. « Bonjour, Asoriano » m'a-t-il dit d'une voix sérieuse. À ce moment-là, une chute soudaine de température s'est produite. Les lèvres tremblantes de froid, j'ai répondu « Bonjour ». Elle a souri et m'a laissé voir ses dents blanches, puis m'a répondu « J'apprécie que tu aies préservé notre secret ». Puis il s'est approché de moi et m'a fait un bisou sur la joue. Puis il s'éloigna, disparaissant dans l'obscurité de la nuit et dans la scène lugubre que symbolisaient les tombeaux en contraste avec le froid hivernal. Quant à moi, je restais debout et ne m'inquiétais pas lorsqu'une légère bourrasque tomba, signalant que le froid approchait de sa phase la plus marquée. Je n'avais pas peur que les lèvres de cette femme soient si froides, franchissant la limite du naturel. Je me sentais juste fasciné. Je pense que c'est l'expression. À 45 ans, j'étais un homme célibataire avec peu de chance dans les relations, et le fait de tomber sur une si belle femme, me révélant ses grands secrets, m'avait fasciné. À partir de ce moment, j'ai choisi d'être son collaborateur autant que possible, et mon travail était simple. Il était de plus en plus fréquent d'entendre des sanglots demandant de l'aide et des cris qui déchiraient la douleur. J'ai juste attendu quelques minutes, et lorsque les plaintes ont cessé, j'ai prévu de regarder ce qui s'était passé. J'ai toujours été confronté à la même situation. Situation pénible et douloureuse. Des hommes décapités, mutilés, pâles comme du papier, avec parfois des fragments attachés autour de la tombe et même sur les arbres. Au début, j'étais mort de peur, mais ensuite j'ai pris cette habitude et c'est devenu une habitude pour moi. J'ai supposé, comme vous tous qui écoutez mon histoire, que toutes ces actions violentes avaient été provoquées par la jumelle vivante, Maria Dolores, et n'étaient pas liées au crime organisé comme je le pensais au départ. Je ne me souciais plus d'appeler la police, mon supérieur ou qui que ce soit pour signaler ce qui se passait, car je savais d'avance que cela ne ferait que créer des ennuis. J'ai souvent capturé des images et des vidéos de toutes les scènes de crime, mais elles restaient énigmatiques. Les images ne montraient rien, absolument rien. Il me semblait que moi seul pouvais capturer tout ce qui s'y passait. Peut-être pensez-vous que je suis empêtré, mais ce n'est pas le cas et je ne vous mentirai pas. Je n'ai jamais abandonné l'idée que je l'étais. Cependant, j'ai remarqué que les informations locales mentionnaient un tueur en série qui tuait des hommes au hasard. On ne savait pas avec certitude s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, mais les autorités savaient seulement qu'ils avaient tous été arrêtés à la sortie des bars ou des cantines miteuses. Ils montraient souvent des images ou des portraits verbaux des victimes, et j'avais aussi l'occasion de les reconnaître par des caractéristiques particulières que j'observais toujours dans les corps, même lorsqu'ils étaient, dans la plupart des cas, mutilés. Après avoir vu à plusieurs reprises les corps sans vie des victimes, j'ai réalisé que lorsqu'un crime était sur le point de se produire,
la température dans le cimetière baissait considérablement. Ainsi, un jour, j'ai eu un léger rhume. Mon amour, qui s'intensifiait de jour en jour pour Maridol, comme je l'appelais affectueusement, m'a fait ressentir l'urgence de la voir. Par conséquent, je me suis dirigé vers la tombe où se trouvait sa sœur et je me suis caché derrière un cercueil à proximité. Environ 30 minutes se sont écoulées lorsque j'ai entendu des rires, et dans l'obscurité, un couple a émergé, marchant entre rire et flirt. C'était Maridol avec un homme. À ce moment-là, j'ai ressenti un fort battement de mon cœur et une crise de colère m'a submergé. Mais c'était peu, puisque je ne savais pas que quelque chose de plus grave allait se produire. Peu à peu, les baisers ont empiré en intensité, puis j'ai observé que Maridol et son amant se déshabillaient à leur tour et s'abandonnaient au péché de luxure. À cet instant, je me sentis s'effondrer et une fureur m'envahit immédiatement. J'éprouvais un désir presque incontrôlable de devenir cet homme qui tenait avec ferveur ma femme bien-aimée, et même si j'observais comment Maridol, d'un instant à l'autre, attaquait l'homme comme s'il s'agissait d'une bête qui ne s'intéressait qu'au sang et à la chair de sa victime. Cela ne m'a pas inquiété et à aucun moment je n'ai cessé de penser que je voulais me donner corps et âme à cette femme, malgré ce que la vie m'a coûté. À la fin de ce mystérieux rituel, le résultat était toujours le même, mais, comme je l'ai mentionné précédemment, rien ne m'a surpris. Comme d'habitude, lorsque Maridol disparaissait dans l'obscurité des tombeaux, je marchais déçu vers chez moi avec un terrible sentiment de trahison envers moi-même, ne pensant qu'à la remercier. Après une longue période de lecture et de documentation, j'ai décidé que Maridol était une espèce particulière de sorcière ou de vampire, ou peut-être les deux. Chaque page que j'ai consultée à ce sujet mentionnait qu'il y avait plusieurs façons d'éliminer un démon d'une telle ampleur, et les alternatives incluaient d'asperger son corps d'eau bénite, de placer une croix bénie près de son corps ou de lui permettre d'être exposé au soleil. J'ai complètement écarté la dernière alternative puisque je n'avais rien à faire pendant le quart du matin et qu'un grand volume de mouvements se produit pendant cette période. Il était impossible de réaliser quelque chose de ce genre le matin. L'alternative de l'eau bénite m'a semblé très appropriée, même si elle n'était pas supérieure à celle de la croix bénie, puisque ma mère en avait justement une chez elle, et, en substance, il suffirait de l'emprunter pour briser avec mon mari bien-aimé. Ne sachant pas comment l'appeler pour qu'elle arrive, j'ai décidé de faire quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant, et je pense que je ne le ferai jamais non plus à l'avenir. Cependant, l'option la plus appropriée était de profaner la tombe de sa sœur, dans l'espoir qu'elle se réveillerait d'une manière ou d'une autre et viendrait la sauver. C'est pourquoi, au début de mon service, et confirmant qu'il n'y avait personne d'autre dans le cimetière, j'ai fermé les portes, qui d'ailleurs n'avaient jamais été fermées auparavant, et je me suis dirigé vers la tombe de la jumelle décédée, Maria Dolores. En continuant là-bas, j'ai commencé à creuser jusqu'à atteindre l'ancienne boîte, et après d'énormes efforts, j'ai réussi à retirer le couvercle. À ce moment-là, mes yeux se sont agrandis dans une claire démonstration d'étonnement. Maria Dolores était la même que Maridol, et c'était ce qui était étonnant et énigmatique dans cette circonstance. Maria Dolores était intacte, pâle comme sa sœur, avec des lèvres rougeâtres et la même beauté étonnante. Malgré la peur que j'éprouvais face à cette situation, je n'avais pas abandonné et mon désir de vengeance dépassait tout. Une fois que j'ai découvert la fille, je l'ai laissée ainsi, éclairée par le clair de lune. Sans couvrir la tombe, j'ai quitté son trou, mais à mon grand étonnement, quand je suis ressorti, Maridol était juste devant moi. À ce moment-là, j'ai ressenti la baisse de température comme à d'autres occasions, et je me suis rapidement rendu au tombeau, mais il était vide. Là, j'ai compris qu'une telle sœur jumelle n'avait jamais existé. Ce tombeau avait fonctionné pendant toute cette période comme le tombeau d'un être nocturne. Il n'y avait plus d'incertitude, ma belle muse était un vampire. Avec un regard délicat, la jeune fille s'est approchée de moi. Quand je la sentais si proche, ma colère m'a poussé à lui montrer la croix pour me protéger d'elle. Cependant, la jeune fille, me regardant toujours avec amour, prit la croix et la jeta loin de moi. Lorsque Maridol toucha la croix, sa main commença à brûler et une fumée semblable à de la chair brûlante se fit sentir partout. Cependant, Maridol semblait indifférent et, même si sa main était en feu, il ne montrait aucun signe d'inquiétude. C'est seulement lorsqu'il s'est approché de moi qu'il m'a présenté sa main, qui était incandescente. Vous l'avez examinée attentivement, mon cher Sevrian. La croix bénie peut me faire du mal, comme vous le remarquerez peut-être. Puis il tendit la main et la ferma brusquement, et un vent froid sortit de sa paume, éteignant immédiatement le feu, bien que les lésions cutanées brûlées montraient encore son membre. Ensuite, Maridol s'est approché de moi, et comme par magie, j'ai été complètement paralysé malgré mon envie de fuir cet endroit. Dans un acte complètement inattendu, Maridol s'est approché de moi puis m'a embrassé sur la bouche, un baiser plein d'amour qui m'a fait me sentir vivant, quelque chose que je n'avais jamais connu. Puis il m'a regardé attentivement et m'a dit «
Je sais combien tu m'aimes, et je sais aussi que tu veux être avec moi, mais je ne peux pas te plaire. Si je le faisais, je te maudirais, et ton destin ne serait pas différent de celui des hommes que j'ai nourris. Je vous remercie profondément d'avoir préservé le secret. Cependant, mon travail sur ce site est terminé, et nous ne nous reverrons plus. Une fois de plus, elle s'éloigna dans l'obscurité du cimetière. C'était la dernière fois que je la voyais. Les heures ont passé et je ne sais pas quand je suis rentré chez moi. J'étais allé me coucher. Quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai faite a été d'aller au tombeau de Maria Dolores, mais je n'ai pu voir qu'un morceau de jardin avec une rose noire qui se distinguait parmi les autres. Apparemment, il n'y a jamais eu de tombe à cet endroit, ou du moins il n'y a eu aucune trace qu'il y en ait eu. Quand j'ai repris mon bus pour rentrer chez moi, le chauffeur écoutait la radio et il discutait du tueur nocturne, comme il l'avait surnommé dans la série. Après enquête policière, ils ont découvert que toutes les victimes appartenaient à une secte qui enlevait aussi bien des animaux que des personnes pour réaliser d'atroces rituels, et que, exceptionnellement, ils n'avaient pu localiser aucun d'entre eux, ni vivant ni mort. À ce moment-là, j'ai réfléchi à ce que la police pouvait faire pour découvrir tout ce que je savais, que c'était Maridol qui les avait assassinés. Peut-être qu'ils ont été initialement exécutés par leurs partenaires dans le but de voler leur essence ou leur vie et ont conclu ce rituel en les dévorant vivants. En réalité, je ne connais pas la raison de leur existence, mais ce que je peux suggérer, c'est qu'on ne tombe jamais amoureux d'un vampire.